2014 est une année importante dans l'histoire de l'Ukraine. C'est la date où le mouvement de contestation violent appelé Euromaïdan a éclaté. Provoqué par la décision du président Viktor Yanukovych de suspendre l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne et de se tourner vers l'aide financière russe. Le 22 février 2014, l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement intérimaire non élu, dirigé par le pro-européen Alexander Tourchikov, déclenche dès le lendemain des mouvements anti-Maïdan dans la région du Donbass, mais aussi à Odessa, à Kharkiv, la seconde plus grande ville à l'est de l'Ukraine et sur la presqu'île de Crimée. Les manifestations anti-Maïdan évoluent en insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-européen. Le 2 mai 2014, l'armée ukrainienne intervient. Elle y progresse jusqu'en juillet avant d'être stoppée, puis recule. La Russie est accusée de soutenir militairement les insurgés. Cette insurrection armée devient séparatiste et deux entités non reconnues par l'ONU sont proclamées. La République populaire de Donetsk le 7 avril, puis la République populaire de Lougansk le 11 mai, qui seront reconnues par la Russie en février 2022. C'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky va effectuer son ascension politique en s'appuyant sur la notoriété qu'il a acquise avec la série télévisée Serviteur du peuple, diffusée à partir de 2015. Le sujet de la série est l'incroyable histoire d'un professeur qui devient président de l'Ukraine en agissant contrairement aux règles de la communauté politique intérieure. Volodymyr Zelensky y joue le rôle principal. La première saison a été suivie par près de 25 millions de téléspectateurs. La série est diffusée sur la deuxième plus grande chaîne d'Ukraine, Channel 1+1, et produite par la société de Zelensky, Studio Kvartal 95. La chaîne de télé 1+1 est contrôlée depuis 2010 par Igor Komolovsky, qui a pris une participation de 49% dans les opérations ukrainiennes de la Central European Media Enterprises, aussi appelée CME ou CETV. Pour plus d'informations sur CETV, voir la vidéo Zelensky et l'État profond, le lien est en description. Igor Komolovsky est un oligarque milliardaire israélo-chyprio-ukrainien né en 1963. C'est une des plus grandes fortunes d'Ukraine. Il a créé et finance des milices armées ukrainiennes qui se battent contre les séparatistes pro-russes dans le Donbass. Komolovsky est le mentor de Zelensky. Il est aussi président de la communauté juive d'Ukraine et a fondé en 2011 l'Union juive européenne ou Parlement juif européen avec son ami Vadim Rabinovitch, qui est le cofondateur de Channel 1+1 et qui a fait 7 ans de prison pour fraude en 1984. Kolomoïski, en plus des médias, contrôle plusieurs actifs dans divers secteurs en Ukraine, notamment l'industrie lourde, le pétrole et le gaz, les métaux ferreux, les produits chimiques, l'agriculture et le transport aérien. Il était gouverneur de la province de Dnipropetrovsk en 2014 et a été contraint de démissionner en 2015, quelques jours après que des hommes armés soupçonnés d'avoir agi sur ses ordres se soient emparés brièvement du siège de la compagnie pétrolière publique Ukhnafta, ce qui a suscité les craintes d'une confrontation majeure entre le gouverneur et l'État, selon la BBC. Kolomoïski était furieux après que la Cour d'arbitrage internationale de Londres ait décrété, conformément aux droits des sociétés ukrainiennes, que le fait qu'il était actionnaire minoritaire d'Ukhnafta, il lui était interdit de nommer les membres de la direction de l'entreprise. Для Коломойского, надо увидеть. Мы освобождали здание Укртранснафта от русских диверсантов, которых захватили. А ты со своей свободой сидишь тут, и караулишь, как тёлка, своего неверного мужа. Igor Kolomoïski est le fondateur de Privatbank en 1992, la première banque privée commerciale du pays qui compte 20 millions de clients. En 2014, Privatbank bénéficie d'1 milliard de dollars de recapitalisation de la part du FMI via la Banque nationale d'Ukraine, malgré les résultats des stress tests effectués pour le compte du FMI et les projections qui indiquaient que la banque ferait faillite en 2016. En 2016, le ministre des Finances ukrainien annonce un trou de 5,5 milliards de dollars dans les comptes de Privatbank. La banque est nationalisée en urgence et Kolomoïski perd le contrôle de Privatbank au profit de la gouverneure de la Banque nationale d'Ukraine, Valeria Gontareva, qui a été l'actrice principale de l'éviction de Komolovsky.
Valeria Gontareva a été l'objet d'une campagne de harcèlement et s'est installée à Londres par précaution, où elle s'est fait renverser par une voiture alors qu'elle traversait la rue. La voiture de sa belle-fille a été incendiée à Kiev, des hommes masqués et armés ont fait irruption dans son appartement de Kiev et sa maison a été incendiée en septembre 2019. Le show télévisé Evening Quarter produit par Kvartal 95 se moquera de cet incendie lors d'une émission. Valeria Gontareva démissionnera de son poste de gouverneur de la Banque nationale sous la pression. La nationalisation de PrivatBank coûtera 5,5 milliards aux contribuables et profitera au FMI qui accordera un prêt du même montant pour renflouer les caisses. En 2020, PrivatBank porte plainte contre Kolomoïski pour fraude et blanchiment d'argent pour un montant de 10 milliards de dollars, en Angleterre, à Chypre, aux États-Unis et en Israël. La banque allègue que 97% de ses crédits aux entreprises ont été accordés à des sociétés liées à ses actionnaires et qu'aucun d'entre eux n'a été remboursé. Ainsi, 2,34 milliards de dollars ont été acheminés vers une société chypriote liée à Kolomoïski et ses associés, en tranches presque quotidiennes de 30 millions de dollars sur une période de 4 mois en 2013. PrivatBank et sa filiale en Lettonie a été utilisée pour transférer de l'argent de la compagnie gazière et pétrolière ukrainienne Bursima Holdings à Rosemont Seneca, une société appartenant au fils de Joe Biden, Hunter Biden. En 2021, Kolomoïski est interdit d'entrer sur le territoire américain pour acte de corruption, mais aussi parce qu'une enquête fédérale relève qu'il a blanchi de l'argent en investissant aux États-Unis dans l'immobilier et dans le secteur industriel. Kolomoïski est aussi accusé de trafic d'armes et son nom apparaît dans le dossier des Pandora Papers aux côtés de Volodymyr Zelensky. Il y a aussi des détails sur les liens entre Volodymyr Zelensky et l'oligarque ukrainien Igor Kolomoïski qui aurait payé jusqu'à 41 millions de dollars vers des sociétés offshore contrôlées par l'équipe Zelensky. Mais ça là pourrait être des paiements légitimes pour les productions audiovisuelles. On ne le sait pas, mais je vous rappelle qu'Igor Kolomoïski est soupçonné d'avoir défraudé l'Ukraine de plus de 5 milliards de dollars. Igor Kolomoïski s'exilera préventivement en Israël en 2016 suite au scandale PrivatBank et reviendra en Ukraine en 2019 dès l'élection de Zelensky. C'est aussi en 2016 que Zelensky fonde un parti politique nommé Parti du changement décisif, un parti centriste attrape-tout. Le dirigeant est un certain Evgeny Yurdiga, diplômé de l'Université nationale technique d'Ukraine et ancien président du conseil étudiant. Fin 2017, le parti prend le nom de la série à succès Serviteurs du peuple. Le nouveau dirigeant est Ivan Bakanov, ami d'enfance de Zelensky, qui dirigeait également Studio Kvartal 95 depuis 2013. Le parti occupe gratuitement 4 mètres carrés des bureaux d'un cabinet d'avocats dans un immeuble d'affaires à Kiev. En 2018, le site Chesno, pourtant sponsorisé par la NED et donc la CIA, montre que Zelensky était déjà en campagne pour la présidence, car on voyait son visage dans les rues sur des affiches publicitaires pour une marque de bijoux, et que les membres de la direction de Serviteurs du Peuple sont directement liés à Kvartal 95. Ivan Bakanov sera nommé par Zelensky chef du SBU, le service de renseignement intérieur ukrainien, en août 2019. Bakanov apparaît dans les Pandora Papers en 2021 avec Zelensky pour avoir exploité un réseau de sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques, à Chypre et au Belize. Maria Levchenko sera nommée assistante personnelle du président Zelensky. Maria Levchenko est la femme d'Alexander Gogliashvili, nommé vice-ministre de l'Intérieur en septembre 2019. Gogliashvili forcera un barrage de police à l'entrée de la région de Donetsk et sera démis de ses fonctions en décembre 2021. Sergei Trofimov deviendra premier chef adjoint du bureau du président en mai 2019 et se fera limoger en novembre 2020 suite aux mauvais résultats des élections locales. Un autre membre de Studio Kvartal 95, Sergi Sivoko, un producteur créatif, sera nommé au Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine sur les questions de réintégration et de reconstruction du Donbass d'octobre 2019 à mars 2020. Le 31 décembre 2018, Zelensky se déclare candidat à la présidence sans aucun programme, mis à part vouloir nettoyer l'Ukraine de la cave au plafond des corrompus et stopper la mainmise des oligarques sur le pays. Fort de sa notoriété médiatique et du rejet des responsables politiques traditionnels par les Ukrainiens, et sans avoir fait un seul meeting, Zelensky gagne les élections présidentielles le 21 avril 2019 avec 73% des voix, face au président sortant Petro Poroshenko, qu'Igor Kolomoïski considérait comme son employé dans une interview accordée au Washington Post. Dès son arrivée au pouvoir et comme dans la série Serviteurs du peuple, Zelensky agit contrairement à la Constitution en nommant dès le lendemain Andrei Bogdan chef de l'administration présidentielle.
Andrei Bogdan est l'avocat de Zelensky et de Kolomoïski, qu'il a notamment défendu dans l'affaire PrivatBank. Il a travaillé au gouvernement ukrainien sous la présidence de Viktor Yanukovych, destitué en 2014 suite au soulèvement de l'Euromaïdan. Une loi a été votée en septembre 2014 interdisant tout fonctionnaire ayant servi sous Yanukovych d'exercer des fonctions gouvernementales. Andrei Bogdan sera malgré tout maintenu comme chef de l'administration présidentielle jusqu'en février 2020. Zelensky viole une deuxième fois la Constitution en changeant la date de son investiture au 20 mai pour déclencher des législatives anticipées en juillet au lieu d'octobre. Le 21 juillet 2019, il obtient la majorité absolue de députés à la Rada, l'Assemblée nationale ukrainienne. Le 29 août 2019, le nouveau gouvernement est formé. On remarquera que le World Economic Forum, en plus d'avoir coopté le président Zelensky, a placé un autre pion dans le nouveau gouvernement. Mikhailo Fedorov, au poste de vice-premier ministre, ministre de la transformation digitale, domaine de prédilection de Klaus Schwab. Zelensky garde 2 ministres du gouvernement précédent, avec lequel il disait pourtant vouloir rompre totalement. Le premier qui est maintenu est le ministre de l'Intérieur Arsen Avakov, nommé par le président Petro Poroshenko dès 2014, après la chute de Viktor Yanukovych. C'est Arsen Avakov qui a ordonné de créer en septembre 2014 un régiment du ministère des Affaires intérieures de l'Ukraine sur la base du bataillon Azov. Une milice néo-nazie foncièrement anti-russe et recevant l'aide financière d'Igor Kolomoïski. C'était peut-être une façon de remercier le bataillon Azov pour sa participation à la révolution Euromaïdan qui a fait plus de 80 morts. Selon Arsen Avakov, cette décision a été prise pour la haute discipline et la cohérence dans la lutte pour l'intégrité de l'État dans les territoires de l'Est. Le bataillon Azov et d'autres milices comme Right Sector, cofinancées par Kolomoïski, sont responsables d'actes de terrorisme sur les populations civiles dans le Donbass depuis 2014, ayant fait plus de 10 000 morts. L'armée ukrainienne y est aussi impliquée. Arsen Avakov, considéré comme le numéro 2 du pays politiquement, est un des acteurs du conflit dans le Donbass au niveau du gouvernement ukrainien, et ce, dès le début, avec l'appui de Poroshenko, qui exprimait sa pensée sur la population du Donbass et le conflit en octobre 2014. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Zelensky, qui ambitionnait de mettre fin à la guerre meurtrière avec les séparatistes pro-russes dans l'Est, a menti en maintenant Avakov à son poste. Le 13 juillet 2021, Arsen Avakov démissionne du ministère de l'Intérieur. Des journaux biélorusses ont mis en évidence son implication dans la protection de l'auteur de l'attentat à la voiture piégée en 2016, tuant le journaliste Pavel Chemeret. Arsen Avakov a été remplacé par Denis Monastyrsky, un avocat élu député en 2019 sous l'étiquette « serviteur du peuple » sans aucune expérience politique. Il semblerait qu'Avakov et Kolomoïski aient gardé le contrôle du ministère de l'Intérieur en y plaçant une de leurs marionnettes. Tous les anciens satellites de l'Union soviétique basculent dans le camp occidental depuis 5 ans. Alors derrière tout ça, vous le savez, il y a des Américains. Ce sont des professionnels, les experts des révolutions de velours. On pourrait les appeler les démocratiseurs. Ils ont formé des jeunes opposants au régime en place qui sont désormais rompus aux techniques les plus modernes, marketing compris. Est-ce qu'on peut faire le portrait de ces exportateurs de démocratie dans les pays de l'Est? Ils sont jeunes, ils ont tous 30 ans, ils ont tous fait des études de sciences politiques, ils ont tous été formés dans des universités américaines, et ensuite ils ont tous la volonté de se débarrasser d'un pouvoir corrompu ou semi-autoritaire qui est issu de l'ex-URSS. Le deuxième ministre issu de l'ancien gouvernement Poroshenko et reconduit par Zelensky est une femme, ministre des Finances depuis 2018, mais y travaillant depuis 2015. Oksana Markarova est née en Ukraine en 1976. Elle a fait ses études supérieures aux États-Unis. Elle a une maîtrise de commerce et finances publiques internationales. Elle a travaillé pour le cabinet de conseil américain Chemonix. Chemonix a été créé en 1975 par Thurston Thiel. C'est une filiale d'Early Industries, une des plus grandes entreprises rizicoles du monde. Chemonix est basée à Washington. C'est une société de conseil en développement international. Elle a reçu certains des plus grands contrats d'aide du gouvernement américain pour soutenir dans différents pays l'agriculture,
les conflits et les crises, la démocratie, le développement économique, l'éducation, l'énergie, la gouvernance, les soins de santé, la chaîne d'approvisionnement, le commerce international, la microfinance, la durabilité, l'eau, la réforme de l'aide sociale et les programmes pour les jeunes. 98% des revenus de Chemonix proviennent de fonds gouvernementaux. Chemonix est présent depuis 1993 en Europe et Eurasie, suite à l'effondrement de l'URSS, pour promouvoir la bonne gouvernance, l'amélioration des systèmes éducatifs et des environnements commerciaux et économiques solides. Selon le New York Times du 11 octobre 1993, Thurston Thiel a créé Chemonix parce qu'il a toujours voulu avoir sa propre CIA et être utile aux gens. Oksana Markarova a travaillé pour Chemonix dans le cadre du projet d'échange de produits agricoles de l'Ukraine, 4e exportateur mondial de blé, et qui consistait à mettre en place des systèmes de marché inclusifs qui améliorent la productivité, les revenus et la nutrition. Selon Thurston Thiel, interrogé par le Kyiv Post en 1999, Chemonix a remporté un appel d'offres de 5 millions de dollars en 1995 sur 3 ans pour gérer la création de la Bourse des produits agricoles de l'Ukraine, un projet considéré par Thiel comme un succès qualifié. Chemonix a donc créé avec des fonds américains une bourse en Ukraine pour concentrer l'offre agricole, afin que de gros investisseurs professionnels puissent spéculer sur les matières premières et fixer les prix au détriment des coûts de production des agriculteurs, et au passage prendre des commissions. Oksana Markarova a contribué à l'appauvrissement des paysans dans son pays. Chemonix a aussi géré un projet de privatisation financé par les États-Unis pour des terres non agricoles en Ukraine. Chemonix perçoit l'argent public américain par le biais de l'USAID. L'USAID a été créé en 1961 par le président américain John Fitzgerald Kennedy et a pour mission d'aider à réduire la pauvreté, promouvoir la démocratie et la croissance économique, secourir les victimes des catastrophes naturelles et prévenir les conflits. Le budget de l'USAID est demandé par le président et voté par le Congrès américain. Un directeur de mission est spécialement en charge de l'Ukraine. L'administratrice actuelle de l'USAID, nommée par Joe Biden, est Samantha Power, ancienne ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, et est reconnue comme contributrice de l'agenda du World Economic Forum. En octobre 2012, la Russie interdit l'USAID sur son territoire, qui est le principal sponsor étranger des ONG russes. Moscou a estimé que cette structure tentait d'influer sur les processus politiques en Russie et que ses activités n'étaient pas conformes à l'objectif déclaré de promotion de la coopération humanitaire bilatérale. En 2016, l'USAID annonce le lancement d'un appel d'offres pour la construction de plusieurs bâtiments à destination humanitaire à Kiev. Cet appel d'offres est adressé uniquement à des entreprises de bâtiments américaines. L'analyste politique Stanislav Bichok estimait qu'il n'y avait pas de pénurie immobilière à Kiev et que l'appel d'offres était un schéma de corruption, et que cela ne déboucherait sur aucune construction. Le budget 2021 de l'USAID était de 19,6 milliards de dollars. Le 25 février 2022, suite aux événements en Ukraine, Joe Biden demande une rallonge budgétaire au Congrès de 2,9 milliards pour le département d'État et l'USAID. L'USAID qui a annoncé le 28 février 2022 une aide supplémentaire à l'Ukraine de 28 millions de dollars et de 26 millions du département d'État, soit 54 millions. Le montant débloqué par l'USAID pour venir en aide à l'Ukraine représente 1% du montant demandé par Biden au Congrès. Où vont donc aller les 99% restants? Oksana Markarova a aussi travaillé à la Banque mondiale à Washington comme consultante pour l'Europe et l'Asie centrale. La Banque mondiale, comme le FMI, est une institution faisant partie de l'ONU, spécialisée dans les prêts aux pays du monde entier. Entre 1998 et 1999, puis de 2001 à 2003, Oksana Markarova a travaillé comme conseillère politique et responsable des relations externes et corporatives pour le fonds d'investissement direct américain Western NES Enterprises Fund. Le WNISEF est un fonds régional spécialisé dans l'investissement dans les petites et moyennes entreprises en Ukraine et en Moldavie. Ce fonds est géré par la société de conseil financier américaine Horizon Capital Advisor. Le WNISEF est financé par l'USAID. Pour résumer, l'USAID distribue l'argent public américain au WNISEF en se servant au passage, et le WNISEF redistribue l'argent de l'USAID en se servant aussi au passage par l'intermédiaire de Horizon Capital Advisor qui prend sa commission. Oksana Markarova a aussi dirigé la société ITT Investment Group.
créée en 1995 et spécialisée dans la privatisation et le courtage des PME. En 2015, elle rejoint le ministère des Finances pour être chef du cabinet du ministre, puis vice-ministre des Finances. À ce poste, elle a notamment participé à la mise en place du programme du Fonds monétaire international et a participé à la restructuration de la dette ukrainienne. Entre 2016 et 2018, Oksana Markarova a occupé le poste de commissaire au gouvernement pour les investissements étrangers et a fondé Ukraine Invest, agence officielle de promotion des investissements étrangers en Ukraine. En 2018, elle devient ministre des Finances jusqu'en mars 2020. Le 25 février 2021, elle est nommée comme ambassadrice plénipotentiaire d'Ukraine aux États-Unis. Le terme plénipotentiaire est utilisé pour désigner un agent diplomatique détenant les pleins pouvoirs. Il s'agit du grade le plus élevé au sein de la fonction diplomatique. Oksana Markarova a permis aux Américains d'infiltrer l'économie de son pays contre les intérêts de son peuple. C'est une traître à sa nation, parmi beaucoup d'autres. L'autre guerre dont les médias ne parleront jamais et qui frappe l'Ukraine depuis plus de 30 ans a débuté juste après la chute du mur de Berlin, au tout début des années 90, avec l'arrivée d'entités prédatrices étrangères ayant pour objectif de faire main basse sur les ressources ukrainiennes, que les oligarques locaux comme Kolomoïski s'appropriaient. En 1990, un an avant l'indépendance officielle de l'Ukraine, l'International Renaissance Foundation, qui fait partie du réseau Open Society, a été créé à Kiev par George Soros, un ami d'Igor Kolomoïski. L'IRF est financé en grande partie par le Congrès américain via la National Endowment for Democracy, la NED, qui, nous l'avons vu, est contrôlée par la CIA et le Mossad. L'International Renaissance Foundation a pour but d'offrir son soutien à la transition souvent douloureuse de l'Ukraine vers la démocratie et l'économie de marché, et la réforme des institutions nationales moribondes, ainsi que le soutien aux groupes émergents de la société. George Soros reconnaît dans une interview sur CNN qu'il a activement contribué au renversement de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych en 2014. Question du journaliste. Tout d'abord, en ce qui concerne l'Ukraine, l'une des choses que beaucoup de gens ont reconnues à votre sujet, c'est que pendant les révolutions de 1989, vous avez financé beaucoup d'activités dissidentes, des groupes de la société civile en Europe de l'Est et en Pologne, en République tchèque. Faites-vous des choses similaires en Ukraine? Réponse de Soros. J'ai créé une fondation en Ukraine avant qu'elle ne devienne indépendante de la Russie. La fondation a fonctionné depuis lors et a joué un rôle important dans l'actualité. En 91, Kolomoïski crée Privatbank, la première banque privée d'Ukraine et détournera l'argent des déposants ukrainiens. En 92, l'Ukraine rejoint le FMI, qui lui fera son premier prêt de 1,5 milliard de dollars en 1994, faisant ainsi entrer l'ONU dans son économie. La même année, la BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, investit en Ukraine dans le secteur énergétique. Créé par Mitterrand en 90 et inauguré en 1991, le premier président de la BERD était Jacques Attali, qui a été contraint de démissionner 2 ans plus tard car il confondait son argent personnel et les fonds de la banque. Toujours en 1992, l'UCED signe un accord bilatéral pour mettre en place un système d'économie de marché et intégrer l'Ukraine dans la mondialisation. En 1995, l'UCED, par l'intermédiaire de Chemonix et Oksana Markarova, rentre dans le secteur agricole et les terrains non agricoles. En 1996, la CIA et le Mossad, par le biais de CETV, s'infiltrent dans les médias avec la participation dans Channel 1+1 et Intermédia, détenus par les oligarques Vadim Rabinovitch pour Channel 1+1 et Dmytro Firtash pour Intermédia. En 2009, la Time Warner investira 241 millions de dollars dans la CETV, ou CME, et apportera son expérience en matière de contrôle des esprits par la propagande médiatique. Kolomoïski prendra la main sur Channel 1+1 en 2010. En 1998, l'Ukraine et l'Union européenne signent un accord de partenariat et de coopération, puis en 2012 un accord de libre-échange de marchandises et des personnes, et un accord d'association en 2014 portant sur l'énergie, sous condition de réforme judiciaire et électorale, ce qui mènera aux manifestations violentes de l'Euromaïdan, organisées par les réseaux d'influence américains, quand le président Yanukovych décidera de suspendre cet accord au profit d'un rapprochement avec les Russes. Cette liste de dates est non exhaustive mais montre que l'Ukraine est la proie de puissances extérieures qui ont pour objectif de piller les richesses du pays et de semer le chaos pour prendre le pouvoir. L'élection de Zelensky est le point culminant de cette autre guerre faite au peuple ukrainien. Le fait de placer un novice à la tête de l'État qui n'a aucun réseau au sein du pouvoir politique laisse la voie libre aux prédateurs pour l'utiliser comme bon leur semble dans leur propre intérêt. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать
ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский.